La place du souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom Elias Okit Assombo, est un homme politique et militant congolais né le 2 juillet 1925 dans le village de Naloa, province de la colonie du Congo belge. Dès 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et il fonde à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le Mouvement national congolais, un parti nationaliste unitaire et radical. Quelques semaines plus tard, il assiste à la conférence des peuples africains où il croise notamment Frantz Fanon, alors rallié au FLN, Front de libération nationale algérien, et le Ghanéen Kwame Nkrumah, des rencontres qui marqueront un tournant essentiel dans sa pensée politique. Désormais résolument favorable à l'indépendance, il sera arrêté par les autorités belges au début de 1960. Son arrestation et le Front uni des leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles précipiteront la marche vers l'indépendance, fixée au 30 juin. Libéré, il remporte avec son parti les premières élections libres du pays et est nommé Premier ministre. Mais ses discours violents et anticolonialistes provoquent la colère de la Belgique et des affrontements entre radicaux et modérés. Il s'oppose à la sécession du Katanga. Oui, c'est un personnage assez fascinant, comme l'autre. Patrice Lumumba est né dans le Congo en 1925. Au moment où il naissait, le Congo, quand on dit le Congo, c'est le bassin du Congo. Bassin signifie toute la superficie occupée par un cours d'eau et ses affluents. Aujourd'hui, qui est composé de la République du Congo-Brazza, que la France avait reçu lors du partage de Berlin. L'Angola, une partie de ce bassin que le Portugal reçoit, et la plus grande partie qui s'appelait à l'époque l'État libre du Congo, qui était une propriété du roi de Belgique Léopold II. C'est pourquoi le pays on l'appelait Congo Léopoldville. La Belgique le Congo était une propriété de Léopold II. Pour mettre en valeur ce riche pays, riche pourquoi? Parce que c'est un pays dont le sous-sol regorge d'immenses ressources minières. Le cuivre, le fer, l'or, le diamant, le titanium et d'autres matières premières industrielles précieuses. Parmi celles-ci, l'uranium. Je vais tout simplement rappeler que c'est l'uranium de ce Congo belge qui a été utilisé pour fabriquer les deux bombes atomiques que les grands vainqueurs de la guerre, les États-Unis, ont lancé sur les deux villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Si c'était en 1945. C'est pour me dire que l'Afrique a joué un très grand rôle dans la guerre. D'accord. Alors, maintenant, ce pays, comment il est géré? La mise en valeur, l'exploitation des ressources. Dans le cadre de la mise en valeur, Léopold fait appel aux grandes compagnies anglaises, françaises, surtout américaines et belges. Alors parmi ces grandes compagnies, il y a ce qu'on appelle l'Union minière du Katanga, l'Union minière du Haut-Katanga. Maintenant, quelle est la politique qui a été sur le plan dans l'éducation? Mais l'objectif, c'était de former de petits cadres pour l'administration, des ouvriers, des commis, des gens qui pouvaient lire. Et ce sont ceux-là qui deviendront ce qu'on appelle les évolués, à qui on octroyait ce qu'on appelle des cartes d'immatriculés. L'État de Belgique qui a hérité de ce pays en 1908 à la suite d'un tollé international de protestation sur les conditions, sur les ravages de Léopold II, qui a utilisé le travail forcé pour développer les chemins de fer, pour couper le bois devant les réactions des populations. Donc certains ont vu des membres supérieurs intérieurs coupés. Il n'a pas fait de longues études. L'école primaire,
avec beaucoup de boulot, journaliste, travaillait des postes, ensuite travaillait dans une mine. Et c'est là qu'il a vu un peu le paternalisme des Belges, l'exploitation des ressources de son pays. Alors, c'est comme ça que sa pensée commence à se former. Ce paternalisme belge, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Il a repris ça dans son discours du 30 juin 1960. Alors, c'est pour vous dire que la politique économique et sociale menée par la Belgique était d'infantiliser les Congolais jusqu'aux années 50. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, Mme Touré, c'est un autodidacte. Alors, comment prendre conscience de cette situation politique, cette situation économique? Alors, il crée ce qu'on appelle en 1956 l'association de partenaires indigènes, un terme très péjoratif, qui regroupe ce qu'on appelle les évolués du Congo. Alors, nous sommes à 4 années presque de la date de l'indépendance. Les années 50 sont des années où le nationalisme en Afrique, les partis nationalistes, qu'est-ce qu'on appelle les partis nationalistes? C'est des partis dont l'objectif est donc l'indépendance des territoires. Les partis nationalistes se forment. Et certains s'expriment, certains parlent de self-government. Self-government signifie autonomie. Il y en a qui parlent d'autonomie, comme Nkrumah qui, dans son premier temps, a parlé de self-government now. C'est-à-dire autonomie des territoires. Ensuite, ils ont parlé d'indépendance now. Maintenant, indépendance immédiate. Donc, les Congolais ne sont pas insensibles, perçoivent l'écho de ces revendications dans les territoires. Ce qui fait que la Belgique est obligée de reconnaître les syndicats et les partis politiques. Et parmi ces partis politiques, il y a le parti politique que Nkrumah a créé, qui s'appelle le Mouvement National Congolais, MNC, l'ABACO, Alliance des Bas-Congo, et des partis ethniques. Ratisser large pour créer un parti territorial qui a des représentants dans. Mais tous les partis là, c'est des partis ethniques. Alors, maintenant, ce qui a été fondamental dans l'évolution politique du Congo, c'est en janvier-février 1950, la Belgique convoque une conférence de la table ronde. Alors, entre-temps, Nkrumah était en prison. On l'avait emprisonné parce qu'il y avait des émeutes. En 56, 57, il y a des émeutes. Nkrumah, le fondateur de l'ABACO s'appelle Joseph Kasavubu et Lumumba ont été emprisonnés. Alors, entre le 20 janvier et le 20 février, la Belgique convoque une qu'on appelle à Bruxelles, qu'on appelle la conférence de la table ronde. Pourquoi la table ronde? Il fallait discuter avec les leaders modérés. Et sans Lumumba, mais fort heureusement pour Lumumba, les leaders congolais qui étaient présents à cette table ronde réclament la libération de Lumumba. Et Lumumba est libéré et il participe à Bruxelles à la conférence. Alors, la Belgique n'a jamais laissé les morceaux de fromage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner l'indépendance dans une improvisation totale. Parce que tout était entre les mains des Belges au niveau du territoire. L'armée, les forces, la force qu'on appelle la force publique. La force publique est une armée qu'on a créée pour maintenir l'ordre en RDC, était aux mains des Belges. Alors, l'indépendance est fixée lors de cette conférence. L'indépendance est fixée au 30 juin 1960. 30 juin 1960, alors, que le parti de Lumumba, le MNC, avait remporté. Tout le monde était très célèbre. Mais il avait contre lui d'autres leaders politiques. Et parmi ces leaders politiques très célèbres, il y avait quelqu'un qu'on appelle Moïse Tchombe. Moïse, un Katangé. Alors, mais la constitution qui a été mise en place est une constitution de type fédéral. Donc, la Belgique a mis en place une politique pour piéger Lumumba et les leaders politiques, en voulant s'appuyer maintenant sur les modérés. Alors, Joseph Kasavubu, qui est devenu président, c'est le leader de l'ABACO, Lumumba devient le premier ministre, naturellement, du Congo.
voilà l'indépendance. Maintenant, le jour du 30 juin, il y a le roi Baudouin qui fait un discours très paternaliste pour reconnaître des bienfaits. C'est comme le discours de Nicolas Sarkozy, le fameux discours de Dakar, quoi, pour dire que la France n'est rien responsable de la situation de l'Afrique, etc. Bon, les Africains, l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Bon, c'est le type de discours, quoi. Alors, pour dédouaner l'Europe, pour dédouaner les métropoles coloniales, de la situation que vivent les populations et les peuples africains. Alors, maintenant, c'est là où la crise s'installe. Il fait un discours. Dans le discours, il parle de l'importance du 30 juin. Pour tous les Congolais qui ont souffert, qui ont été martyrisés. L'autre partie de son discours, il dit que c'est une aube nouvelle, c'est une ère nouvelle. Nous allons faire nos lois, nous allons faire ceci, cela. Alors, il parle des souffrances du peuple. Qui oubliera les fusillades où périt tout tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice, d'oppression, d'exploitation. Quand vous dites ça devant la personnalité morale d'un pays, c'est le roi. Alors celui-ci sont offensés. Les Belges, mais l'une des conséquences les plus importantes, c'est que les soldats congolais, de ce qu'on appelle la force publique, ont bien perçu le discours. Et certains disaient que même si les soldats sont rendus compte que les politiciens, les hommes politiques, rapidement ont gravi des échelons, ont une promotion sur le plan professionnel, sur le plan politique. Et eux, ils étaient encore là. Et ils commencent ils se mutilent, se rebellent, commencent à défier leurs supérieurs belges. Ils commencent à attaquer les Européens, les Blancs, les Belges. Certains disent que leurs femmes sont violées, etc. Et c'est ça qui va justifier. C'est ce qui va pousser la Belgique à envoyer une armée. Et non pas n'importe où, à Léopoldville, la capitale, qui va s'appeler plus tard Kinshasa, sous Mobutu Sese Seko, mais également au Katanga, pour protéger les intérêts. On se trouvait cette fameuse compagnie minière, donc l'Union minière du Haut-Katanga. Parce que cette année 60-là, c'est une année très chargée. Moïse Tchombe avait fait sécession pour réclamer, pour annoncer au monde l'indépendance du Katanga. Alors, Patrice Lumumba veut envoyer une armée dont les postes stratégiques sont occupés par des Belges. Il demande l'intervention de l'ONU qui tergiverse, il y a des atermoiements de l'ONU. Alors, l'erreur qu'il a faite aussi, exploitée par les Américains, c'est quand il a fait appel à l'URSS. Alors, les Américains vont dire que nous sommes dans un contexte qu'on appelle de guerre froide, de confrontation entre les anciens grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et confrontation idéologique. Donc, une opposition de conception du monde. Pour les Américains, l'ordre a été donné depuis Washington d'éliminer Lumumba parce qu'il n'était pas acceptable pour les Américains de laisser un pays riche entre quelqu'un qui était considéré comme étant un communiste proche de l'URSS. Alors, son élimination est programmée. Alors, autre élément que j'ai lié tantôt dans le processus de cheminement politique de Lumumba, c'est quand il a participé à la conférence des peuples africains à Accra, où il a rencontré de grands leaders panafricanistes, comme l'Antillais qui est devenu Algérien, Frantz Fanon. Il a rencontré Félix Moumié, qui était le leader de l'Union des peuples du Cameroun, l'UPC, Kourouma, ont eu une influence sur lui. Et quand il est revenu dans son pays, il a demandé l'indépendance immédiate. Mais tout ça, ce n'est pas bien perçu par la Belgique, par les États-Unis, par le monde occidental de façon générale. Alors, donc, malheureusement, le président Kasavubu va le destituer. Il était illégal. Et ensuite, lui également, il parle de trahison, il destitue. Donc, Kasavubu, finalement, c'est
Joseph Désiré Mobutu, il va le destituer. Alors Lumumba est arrêté et mis en résidence surveillée. Alors mais Lumumba a réussi à s'échapper, à se libérer pour aller dans une localité pour Kisangani, pour se trouver ses partisans. Quand il a quitté, il a perdu du temps un coup de doute, il s'est rattrapé par les éléments de l'armée nationale congolaise et il a été transféré à Léopoldville. On m'a dit acheminé au Katanga, il trouvait ses grands ennemis, dont Moïse Tchombe. C'est là où il a été assassiné. Son corps découpé, mis dans du goudron. On a pu retrouver que ça dent. Et que le 20 juin dernier, on a vu la Belgique a restitué. Donc il y a beaucoup de films donc, sur la mort. Il faut rendre hommage à, je pense que vous avez vu le film de Raoul Peck, qui a fait un excellent film sur Lumumba. Il y a des témoignages, alors les carnets secrets de la CIA, où on décrit, on dit que c'est Mobutu qui l'a assassiné et qui a donné l'ordre. Mais on comprenait par là que c'est tout le monde occidental, la Belgique, les États-Unis et leur soutien à l'intérieur du groupe qui se réjouissait de la disparition de Lumumba, qui est un personnage charismatique. Et c'est ainsi qu'il a été éliminé de la scène politique. Il est mort le 17 janvier 1961. En septembre 1960, le gouvernement Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu. Lumumba est assigné à résidence. Après s'être enfui, il est rattrapé puis livré aux rebelles du Katanga qui l'assassineront avec 2 de ses compagnons le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga à l'âge de 35 ans. Martyr de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba est devenu très vite après sa mort une icône internationale de la décolonisation. Sa destinée fulgurante et tragique a inspiré plus d'un créateur. Aimé Césaire qui lui consacre une pièce de théâtre, une saison au Congo. Le cinéaste Raoul Peck, 2 films et le dramaturge Wole Soyinka le jouent sur scène. Et de nombreux musiciens lui dédient des chansons comme Tikenja Fakoli, Myriam Makeba, Nas, Gims. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.